Dustin Poirier va affronter notre combattant français Benoît Saint-Denis. Comme je l'ai dit dans les commentaires d'une précédente vidéo, je n'en ferai pas une vidéo dédiée pour l'instant, mais je suis très heureux pour Benoît, c'est une superbe nouvelle pour lui et surtout, c'est un combat que je pense qu'il peut gagner. Une chose à savoir sur Dustin, c'est qu'en plus d'être un combattant très populaire, c'est un véritable vétéran de l'UFC. Cela fait plus de 13 ans qu'il est signé dans la promotion, et ce combat contre Benoît sera sa 30e apparition à l'UFC. Même s'il n'a jamais été un champion à contester, il a eu le plaisir d'être champion intérimaire et de porter la ceinture. C'était en 2019, à l'occasion de l'UFC 236 contre Max Holloway. Au vu du nombre de combattants signés à l'UFC et du niveau de compétition qu'il s'y trouve, il est inévitable que bon nombre d'athlètes ne parviennent jamais à devenir champions. Aujourd'hui, il est temps de rendre hommage à ceux qui sont présents dans le roster depuis des années et qui ne sont jamais parvenus à se hisser jusqu'à un titre de champion du monde. Des combattants chevronnés qui n'ont même pour certains jamais vraiment joué les premiers rôles et sont parfois restés dans un relatif anonymat vis-à-vis du grand public, mais pas aujourd'hui en tout cas, car on va les mettre à l'honneur. Vous êtes sur la chaîne des Journeymen et voilà les 10 combattants avec le plus d'apparitions à l'UFC qui n'ont jamais remporté de ceinture de champion du monde. Numéro 10, Gleison Tibau. Si le nom de Gleison Tibau vous évoque quelque chose, c'est peut-être parce que c'est vers lui que pointent les détracteurs de Khabib lorsqu'est évoquée sa série d'invincibilité. En effet, le Brésilien était le deuxième adversaire du Daguestanais à l'UFC et pour certains fans, il aurait peut-être dû bénéficier d'une victoire par décision ce soir-là. Je ne veux pas relancer de débat stérile, mais force est de constater que c'est un combat très serré et que chaque round peut potentiellement être débattable. Mais en 28 combats pour l'UFC, Gleison a eu l'occasion d'accomplir bien plus qu'une presque victoire contre une future légende du sport. D'ailleurs, il a battu 2 futurs ou anciens champions du monde durant sa carrière, Rafael dos Anjos qui deviendra champion de l'UFC 4 années plus tard, et Rory McDonald qui venait de perdre sa ceinture des poids welter du Bellator. Il est resté un combattant du milieu de tableau tout au long de sa carrière, enchaînant des courtes séries de victoires contre des combattants moins cotés avant de chuter lorsque l'opposition devient un petit peu trop forte. Évidemment, il serait malhonnête de ma part de ne pas évoquer sa suspension de 2 ans pour dopage qui fait suite à un test échoué en 2015. Une suspension qui est intervenue à un moment de maturité sportive pour lui et qui lui a probablement coûté ses meilleures années dans la cage. Ancien champion national de JJB et de lutte, il a émergé sous la tutelle de Jair Lourenço, un entraîneur brésilien légendaire qui a notamment participé à l'émergence de Renan Barão au début des années 2010. Il a mis ses prouesses en lutte à bon usage car il détient toujours le record du plus grand nombre de takedowns de la division des poids légers. Il détient d'ailleurs également le très original record du nombre de victoires par décision partagée de la promotion. Il a fait partie des meubles pendant près de 12 ans et il combat toujours à ce jour aux 4 coins du globe. Numéro 9, Alex Caceres. Lorsqu'il a fait son apparition pour la 10e saison de The Ultimate Fighter, il est devenu assez évident qu'Alex Caceres allait rapidement devenir un chouchou de la foule. Alex était un jeune combattant plein d'énergie, toujours souriant et un fanatique de Bruce Lee, ce qui a non seulement inspiré son surnom, mais également sa philosophie de vie. Cela fait 12 ans que le poids plume combat sous la bannière de l'UFC et ces dernières années sont les meilleures de sa carrière et de loin. Actuellement classé dans le top 15 de la division, il a flirté avec ce positionnement tout au long de sa carrière. Ce qui marque chez Alex en revanche, c'est l'inconsistance de ses résultats, capable de soumettre Sergio Pettis avec autorité, puis de se faire mettre KO par Francisco Rivera un an plus tard. De son propre aveu, il a toujours manqué d'un peu de sérieux dans son approche de la compétition, mais c'est aussi ce qui l'a rendu aussi attachant. Son attitude générale et son sourire constant tranchent d'ailleurs grandement avec les circonstances difficiles dans lesquelles il a grandi. Un combat de Caceres est l'assurance d'une affaire divertissante mais peu académique. D'ailleurs, rarement un combat n'a autant semblé sortir tout droit d'une série chorégraphiée que son opposition contre Yair Rodriguez. Les deux hommes ont un style peu orthodoxe et c'est un très bel affrontement à regarder. Alex est un véritable amoureux des arts martiaux dans leur globalité et ces jours-ci, il participe d'ailleurs à autant de combats de grappling que de MMA. À l'écouter parler, ils sont très heureux d'être là où il en est et avec 16 victoires en 29 apparitions à l'UFC, il a clairement de quoi être fier de lui, surtout qu'au vu de son état de forme récente, il a probablement encore de belles années devant lui. Numéro 8, Edson Barboza. Edson Barboza est sur une série de 2 victoires et il est aux portes du top 10 de sa catégorie en 2023. Si vous aviez dit ça à un fan il y a quelques années, il ne vous aurait tout simplement pas cru. L'année 2023 a été superbe pour Edson, avec 2 victoires dans de beaux combats et il semble avoir trouvé une seconde jeunesse. Après 14 ans à l'UFC, c'est assez touchant de voir que le Brésilien est encore compétitif et capable de battre des membres du top 15. Avec Edson, on est sur un autre calibre de combattants que Caceres et Tibau. Par moment, il n'a probablement été qu'à un combat ou deux d'une chance à la ceinture et il a battu des gros noms parmi lesquels Anthony Pettis, Benil Dariush, Dan Hooker ou encore Gilbert Melendez. Son combat contre Khabib dans le co-main event de l'UFC 219 a d'ailleurs servi à déterminer le prochain challenger à la ceinture des poids légers. Évidemment, au-delà des résultats sportifs, c'est le style d'Edson qui restera gravé à jamais dans la mémoire des fans. Tout le monde a un kick du Brésilien dans sa mémoire et son striking est une arme si féroce d'ailleurs qu'elle lui a permis d'obtenir 2 récompenses du KO de l'année. Son coup de pied retourné à la tête contre Terry Etim lors de l'UFC 142 est toujours à mes yeux d'ailleurs l'un des plus beaux KO de l'histoire du MMA. Voir combattre Edson est un régal pour les yeux et ses prouesses lui ont valu 12 bonus tout au long de sa carrière à l'UFC et d'ailleurs il détient toujours le record du nombre de bonus pour le meilleur combat de la soirée. Edson est un magicien et avec 29 combats dans 18 victoires à l'UFC, il a mérité sa place au panthéon de la promotion. Numéro 7, Matt Brown.
Encore un combattant en activité et surtout voilà un combattant qui porte rudement bien son surnom. L'Immortel comme il se fait appeler, combat à l'UFC depuis 2008 et il a fait 30 apparitions pour la promotion. Son fait d'armes principal est une série de 7 victoires consécutives entre 2012 et 2014 qui l'ont amené jusqu'à la 5e place du classement mondial des poids welter. Il combattra d'ailleurs contre Robbie Lawler dans un combat qui servira à déterminer le prochain challenger à la ceinture, mais il sera défait par décision. Un revers qui va amorcer une chute plutôt conséquente de son niveau de performance, ponctué par plusieurs pauses pour soigner des pépins physiques, notamment au niveau de son genou. Son succès le plus probant en carrière est probablement intervenu contre Stephen Thompson. C'était la première défaite de la carrière de Wonderboy et la seule pendant 5 années supplémentaires d'ailleurs. Il porte bien son surnom, mais il faut savoir qu'il provient d'un passé tourmenté et d'une anecdote précise, celle d'une overdose d'héroïne à laquelle il a miraculeusement survécu et qui lui a redonné la confiance en sa capacité à vaincre n'importe quoi et n'importe qui. Et il faut dire que ce surnom représente bien sa façon de combattre aussi. Matt avance sans cesse comme si rien ne pouvait mettre fin à sa percée et l'agressivité qui se dégage de son style est terrifiante. Évidemment, il va à la guerre et comme vous me l'entendrez souvent dire sur ce genre de combattant, les dégâts accumulés se payent souvent en fin de carrière et certaines performances récentes de Brown font un peu peur à voir. Vous l'aurez compris, je parle globalement de sa défaite par KO sec contre Mikel Baeza qui a peut-être été un rappel brutal de son âge et de sa condition physique. Désormais, il combat un peu sur un circuit alternatif de l'UFC, soit contre des vieux combattants comme Kurt McGee, soit contre des athlètes largement à sa portée comme Diego Lima. J'espère qu'il ne fera pas le combat de trop, mais à 42 ans, on se doute que la fin de sa carrière approche. Numéro 6, Neil Magny. Avec 31 combats pour 21 victoires, Neil Magny détient à la fois le record du nombre de combats et celui du nombre de victoires de la catégorie des poids welter de l'UFC. Cette simple information vous suffit peut-être à situer le bonhomme, mais la plus impressionnante de toutes est peut-être qu'il maintient une moyenne de 3 combats par an dans la promotion depuis 10 ans. Durant cette période, il a notamment battu Kelvin Gastelum, Johnny Hendricks, Carlos Condit ou encore Robbie Lawler pour ne citer que les plus prestigieux. Comme plusieurs autres combattants de cette liste, il a souvent été proche d'un combat pour le titre, mais il a souvent péché contre les plus gros noms de la promotion. Pour être précis, ses défaites contre Rafael dos Anjos en 2017 puis Michael Chiesa en 2021 ont vraiment mis un frein sur sa carrière, surtout qu'il a toujours concouru dans une catégorie de poids de danse qui n'a jamais avancé très rapidement. Aujourd'hui, Neil Magny est toujours classé parmi les 15 meilleurs combattants de sa catégorie, mais si je dois être honnête, on commence à sentir que le temps fait son œuvre. À l'heure où il y a une foule de nouveaux talents qui émergent chez les poids welter, je serais prêt à parier que 2024 sera l'année où il devrait commencer à décliner un peu plus concrètement. Il faut dire que son style de combat repose énormément sur sa capacité à encaisser des coups et sur son dynamisme, deux facteurs qui s'érodent naturellement avec le temps. Malheureusement, j'ai le sentiment que Neil sera le genre de combattant qui restera un peu sous-apprécié par les fans, mais il nous a offert de superbes combats et une telle régularité pour un combattant du haut du panier est extrêmement rare. Surtout, j'ai un respect tout particulier pour les combattants qui acceptent réellement d'affronter n'importe qui, n'importe quand. Ça ne se bousculait pas au portique pour affronter Shavkat Rakhmonov, Gilbert Burns ou encore Yann Garry ces dernières années, mais Neil s'est porté volontaire plusieurs fois, parfois même en short notice et c'est extrêmement respectable. Numéro 5, Diego Sanchez. Beaucoup de personnes résument la première saison de The Ultimate Fighter au combat final entre Forrest Griffin et Stéphane Bonnard, mais Diego Sanchez a également reporté le premier opus de la télé-réalité du côté des poids moyens, une catégorie qu'il va rapidement quitter d'ailleurs, car il combattra en réalité entre les poids légers et les poids welter la majorité de sa carrière. Diego a combattu 32 fois à l'UFC pour 19 victoires et il a quelques gros noms à son tableau de chasse. Si on se contente du tout meilleur, il a battu Kenny Florian, Nick Diaz, Joe Riggs ou encore Takanori Gomi. Surtout, il est la première personne de cette liste à avoir combattu pour une ceinture de l'UFC, mais pas la dernière. C'était en 2009 et c'était pour la ceinture des poids légers de BJ Penn, un combat qu'il a d'ailleurs perdu par arrêt du médecin après un affrontement un petit peu soporifique, mais au cours duquel il a été assez largement dominé. Vous le savez peut-être déjà, mais un combat soporifique de Diego ce n'est pas vraiment commun et sa carrière est pleine d'affrontements classiques qui doivent être vus. Pour que vous n'y passiez pas tout votre temps non plus, je vous recommande ses combats contre Carreo Parisien en 2006, Clay Guida en 2009 et Gilbert Melendez en 2013. Diego était un maître du grappling, pratiquant le Gaido Jutsu, une façon de lutter créée sur mesure par Craig Jackson, son entraîneur de l'époque, et qui est une combinaison de JJB et de kickboxing très pointue, qui a ensuite été utilisée par Georges Saint-Pierre ou encore Richard Evans. Mais puisqu'on est sur la thématique des entraîneurs, il est impératif que l'on parle de Joshua Fabia. Fabia est un charlatan qui a intégré le cercle de Diego Sanchez jusqu'à devenir son entraîneur principal et son manager. Ce dernier est un entraîneur aux méthodes alternatives, mais alternative veut surtout dire qu'il avait une emprise sur Sanchez et qu'il était plus un gourou qu'un entraîneur. Cette collaboration a fait beaucoup de mal à Diego, à la fois sur le plan sportif et extrasportif, et elle lui a même coûté sa place à l'UFC. Malheureusement pour Diego, il n'a donc pas reçu les au revoir qu'il aurait pourtant mérité, mais son combat contre Clay Guida est dans le Hall of Fame et il est gravé à jamais dans l'histoire de la promotion et donc du MMA. Numéro 4, Jeremy Stephens. On peut tous se le dire maintenant, Conor savait très bien qui était Jeremy Stephens. Et en même temps, après 34 combats à l'UFC, c'était difficile d'être passé à côté de l'un des combattants les plus divertissants du MMA moderne. Je vais une nouvelle fois placer des recommandations et vous dire que de regarder son combat contre Cub Swanson en 2014, c'est une superbe guerre qui vaut vraiment le détour. Pour ce qui est de sa carrière en tant que telle, je dirais que Jeremy a toujours eu un peu de mal à trouver son rythme. Un peu comme Alex Caceres, Jeremy a eu des résultats inconsistants tout au long de sa carrière, même s'il l'a fait à un bien plus haut niveau que ces derniers. L'UFC lui a offert un combat décisif contre José Aldo en 2018,
mais en le perdant par KO, il a définitivement perdu sa chance à un combat de titre, et pour être honnête, c'est aussi à ce moment-là que sa trajectoire a commencé à sérieusement dévier. Avant ça, il a tout de même accumulé quelques victoires prestigieuses contre Gilbert Melendez, Renan Barão, Josh Emmett ou encore Rafael dos Anjos. Sa réputation a notamment été bâtie sur la puissance qu'il a entre les mains, certains affirmant même qu'il est pound for pound l'un des plus gros cogneurs de l'histoire du MMA. Si vous voulez en avoir la preuve, je vous recommande la fin de son combat contre Josh Emmett, rendue d'autant plus terrifiante par le délai avec lequel l'arbitre arrête le combat. En revanche, Jérémy partage un record un peu moins glorieux avec notre prochain candidat sur la liste, il est conjointement le combattant avec le plus de défaites de l'histoire de l'UFC. Mais malgré ses 18 revers, Jérémy a la tête dure, ce qui est à la fois une qualité et un défaut quand sa durabilité est testée un petit peu trop souvent. Mais ce ne sont pas des défaites qui vont l'arrêter, Jérémy est un mordu d'arts martiaux et de bagarre, et depuis son départ de l'UFC, il a concouru au PFL, puis en boxe, puis en bare knuckle, ce qui ressemble tout de même fortement à la recette d'une histoire qui va mal finir. Numéro 3, Clay Guida. On a déjà appris 2 choses sur Clay Guida depuis le début de cette vidéo. Son combat contre Diego Sanchez était si bon qu'il a été intronisé dans le Hall of Fame et il partage avec Jeremy Stephens le record du nombre de défaites à l'UFC. Une chose que je vais rajouter d'emblée et que je sais que certains d'entre vous sont des petits malins et qu'ils me diront qu'il était champion du Strikeforce, donc techniquement un champion du monde, mais ça ne compte pas parce qu'il n'était pas le meilleur poids léger de la planète, mais également parce que j'en ai décidé ainsi. Sur cette chaîne, nous sommes en autocratie, ne l'oubliez jamais. Clay combat toujours à l'UFC, ce qui est un peu faux à dire quand on sait qu'il y est signé depuis 17 ans et qu'il y a combattu 36 fois, un nombre astronomique de combats, pour l'instant parfaitement divisé entre 18 victoires et 18 défaites. Clay est un incroyable combattant, et même s'il n'a jamais combattu pour une ceinture de l'UFC, il n'en est pas passé loin en 2011. Tout ce qui lui restait alors à faire était de battre Benson Anderson, mais ce dernier était invincible au début de son run à l'UFC, et il a battu Clay sans trop de soucis. Son style est très orienté vers la lutte, mais il incorpore un tempo très étrange à son pied-point qui le rend assez illisible. C'est un bagarreur qui met beaucoup de rythme et de dynamisme dans ses combats, et il a toujours été plaisant à regarder. J'imagine que comme Matt Brown, il n'est pas très loin de la retraite, mais qui sait, même après 62 combats professionnels, il lui reste peut-être un petit peu de jus pour continuer. Numéro 2, Donald Cerrone. Contrairement à ce qu'en pensent certaines mauvaises langues, Donald Cerrone n'a pas usurpé sa place dans le Hall of Fame, loin de là. Bon, ça, c'est parce que la place dans le Hall of Fame ne prend pas en compte vos qualités humaines, parce que Donald a sa réputation, mais pour ce qui est du strictement sportif, c'est dur de nier ses accomplissements. 38 combats à l'UFC pour 23 victoires, et un combat pour la ceinture des poids légers en 2015 contre Rafael dos Anjos, qu'il a perdu par TKO. C'est un thème dans sa carrière d'ailleurs, car Cowboy a aussi eu 3 chances à la ceinture de WEC, mais il les a toutes perdues. Plusieurs grosses victoires se sont cachées dans son palmarès en revanche, notamment des succès contre Benson Anderson, Eddie Alvarez, Edson Barboza ou encore Charles Oliveira. Surtout, il est dur de nier le niveau de divertissement que procure son style, rapide et précise, ses combinaisons en striking sont diverses et souvent imprédictibles. Elles servent d'ailleurs à merveille son cardio infini. Évidemment, ses transitions entre les phases de striking et de grappling sont réputées pour leur efficacité et il prend énormément de risques lorsqu'il combat. Si cela lui a plutôt bien réussi au début de sa carrière, on a senti les répercussions lorsque le temps a inévitablement altéré ses capacités physiques. Il a reçu 18 bonus de combat à l'UFC et 5 de plus au WEC, ce qui en dit long sur sa carrière et il est l'un des tout meilleurs combattants à n'être jamais devenu champion du monde. Il profite désormais de son temps libre pour se consacrer aux stéroïdes, à sa carrière au cinéma et puisque je ne résiste pas à l'envie de le dire, à sa dose quotidienne de racisme et d'homophobie qui a accompagné toute sa carrière. Numéro 1, Jim Miller. J'écris cette vidéo le mardi 9 janvier. Si j'ai bien calculé mon coup, elle devrait sortir ce dimanche, soit le lendemain de la 43e apparition de Jim Miller à l'UFC. J'espère que tout s'est bien passé pour lui, mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que Jim Miller détient le record d'apparition à l'UFC. 43 combats, c'est colossal, surtout qu'à l'heure où j'écris cette vidéo, il a gagné 4 de ses 5 derniers combats. Le plus important pour ce week-end, c'est qu'il évite les pépins physiques car en avril, il a l'opportunité de concourir à l'UFC 300, ce qui lui permettrait d'avoir combattu aux 3 shows centenaires de la promotion. Mais Jim n'est pas simplement une bête de foire, il a connu de gros succès et il n'est pas passé loin de combattre pour la ceinture à plusieurs reprises. Évidemment, avec le record du nombre de combats dans la promotion, ses accomplissements sont nombreux, mais pour extirper l'exceptionnel de son palmarès, je me tournerai vers son combat contre Joe Lauzon à l'UFC 155 qui est toujours l'un de mes préférés de l'histoire du MMA, et sur le fait qu'il ait réussi à soumettre Charles Oliveira, ce qui est l'équivalent à MMA de l'arroseur arrosé. Jim a 40 ans, mais il donne l'impression qu'il pourrait encore continuer plusieurs années. Évidemment, il n'affronte pas le plus haut niveau de compétition depuis quelques années, mais si l'UFC est prêt à lui fournir des adversaires à sa portée, il peut continuer à empiler les records. Au fil du temps, il est devenu complet, passant d'un lutteur capable de soumettre à un combattant dangereux dans tous les aspects du MMA, et il faut notamment faire attention à son poing gauche qui semble détenir une puissance surhumaine par moment. Peut-être que l'UFC 300 sera l'occasion pour lui de faire des adieux, ou peut-être il continuera d'apparaître 2 fois par an pour faire ce qu'il fait de mieux. En tout cas, Jim Miller est un ovni, et même s'il n'a jamais été champion du monde, il est une forme d'élite sportive qui doit aussi être connue. Voilà pour la vidéo, merci de tous avoir suivi jusqu'ici, merci, n'hésitez pas à continuer à vous abonner, à liker, à commenter, ça me fait toujours plaisir de lire. Et comme d'habitude, il y a la Ligue Verdict, et n'hésitez pas à rejoindre, c'est gratuit, les gars, ça fait toujours plaisir, on essaie d'être une petite communauté là-bas, et un petit concours, ça fait toujours marrer. Voilà, prenez soin de vous, on se reparle bientôt, salut les gars.